Pourquoi la réusabilité est si importante? Revue des activités spatiales en Floride, revue à Starbase, Kinetica 2 se prépare à son vol inaugural, lancement de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. En lisant un article de Stockspace sur leur modèle économique, j'ai pensé partager avec vous les points clés, accessibles à tous, avec des données qui proviennent des forces spatiales américaines, qui mettent les choses en perspective concernant la science de fusée et, plus important encore, la réutilisabilité. L'article aborde l'avenir du vol spatial en soulignant la nécessité de fusées entièrement et rapidement réutilisables. Stockspace, fondé en 2019 par Andy Lapsa et Tom Feldman, a entièrement basé son modèle économique et ses opérations sur ces facteurs clés. Les fusées partiellement réutilisables actuelles sont considérées comme une étape intermédiaire. La véritable réduction des coûts, l'augmentation de la disponibilité et l'amélioration de la fiabilité des voyages spatiaux dépendent de l'atteinte d'une réutilisabilité complète avec une fréquence opérationnelle comparable à celle des avions. L'article souligne qu'une fréquence de vol élevée est presque aussi cruciale que la réutilisabilité elle-même pour la viabilité économique. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en fusée pour savoir que plus vous volez, plus l'opération est économique, plus le prix de la fusée diminue et finalement, plus le prix de la charge utile par kilogramme baisse. Ce graphique en est un exemple montrant le prix au kilogramme en fonction de la fréquence de vol. Les clients de tout système de transport privilégient le coût, la disponibilité et la fiabilité. La réutilisabilité complète est présentée comme la solution qui répond à ces trois aspects. Elle réduit les coûts, permet les taux de vol plus élevés et améliore la fiabilité grâce à l'utilisation répétée de matériel éprouvé. En observant de différents acteurs actuels, un seul a réussi à croître aussi rapidement et ce graphe montre le début de cette croissance qui est liée à la réutilisabilité. C'est la clé pour libérer le potentiel d'une entreprise. Ce graphe montre le volume des lancements de fusées au cours des 2 dernières décennies. Il révèle clairement une tendance majeure à l'augmentation, non seulement tirée par les acteurs comme SpaceX et CASC, mais aussi par de nombreux autres nouveaux entrants qui ont compris le besoin de réutilisabilité. Face à une telle concurrence, j'ajouterais même pas de réutilisabilité, pas d'affaires à long terme. De nombreuses activités se déroulent en Floride, le berceau du Kennedy Space Center de la NASA et de la Cape Canaveral Space Force Station. Il est donc temps d'en faire un bref résumé. Depuis les ères Apollo et de la navette spatiale, où le site floridien bourdonnait de projets gouvernementaux, le site a considérablement évolué. De nombreux programmes gouvernementaux ont été arrêtés et certaines entreprises s'en sont même retirées comme ULA et son pas de lancement de sa Delta IV. Alors, quels sont les derniers développements? Nous commençons avec le complexe de lancement 39B où se trouve toujours le pas de lancement du SLS de la NASA, celui destiné à la Lune. SpaceX utilise le complexe de lancement 39A pour lancer ses Falcon 9, Falcon Heavy, ainsi que ses capsules Dragon Cargo et habitées. Ce même site inclut une tour Mekazila pour la fusée Starship, toujours en construction d'ailleurs. On continue avec SpaceX. Ils utilisent également le complexe de lancement spatial 40 pour ses Falcon 9 et ses capsules Dragon habitées ou cargo. Ils ont l'intention de construire de nouvelles zones d'atterrissage pour les premiers étages super lourds. Le complexe de lancement 13 est déjà utilisé par SpaceX pour l'atterrissage de ses premiers étages de Falcon 9. Il est également connu sous les noms de Landing Zone 1 et 2. SpaceX a récemment acquis le complexe de lancement spatial 37, anciennement DUELA, où il demande l'autorisation de construire 2 tours Mekazila pour Starship avec un début des opérations prévu pour 2026, un objectif assez ambitieux, je dirais. Mais ce n'est pas tout. Le complexe de lancement 36 a vu le premier lancement de la fusée New Glenn de Blue Origin d'un site bien développé. Cependant,
Blue Origin utilise le complexe de lancement 11 pour ses essais de moteur BE4 et le complexe de lancement 12 pour le stockage de matériel. Ensuite, Relativity Space a utilisé le complexe de lancement 16 pour sa Terran 1 et est maintenant en train de réaménager le site pour sa Terran Air, une fusée beaucoup plus grande. L'achèvement de ce pas de tir est prévu pour 2026. Le complexe de lancement spatial 41 est le lieu des lancements du LA pour ses fusées Atlas V et Vulcan Centaur, et le complexe spatial 14 est en cours de développement par Stockspace pour sa fusée Nova. Ils s'attendent à ce que le site soit prêt pour un lancement en 2026. Space Florida, un consortium floridien, gère un site de lancement multiple au complexe de lancement 46. On n'entend pas beaucoup parler de fusées là-bas, car c'est souvent à des fins militaires ou pour des fusées sondes. D'ailleurs, le dernier lancement remonte au 25 avril 2025 pour un essai de l'arme hypersonique à longue portée Dark Eagle. Le complexe de lancement spatial 20 est prévu pour être utilisé par Firefly pour ses lancements de fusées Alpha et Eclipse, mais rien n'est encore aménagé à cet effet car Firefly utilise pour le moment le complexe de lancement de Vandenberg en Californie. ABL Space Systems avait l'intention d'utiliser le complexe de lancement 15, mais comme ils se sont éloignés des fusées commerciales, il est incertain s'ils conserveront ou pas ce pas de lancement. Les complexes de lancement 39C et 48 sont libres si cela vous intéresse. Il existe également plusieurs autres sites de lancement qui sont soit inactifs, démolis, soit utilisés pour des activités non liées au lancement comme des musées ou du stockage. Ce site de lancement est donc très actif. Bien sûr, il y a d'autres sites de fabrication et d'assemblage utilisés par des entreprises privées telles que SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin, Airbus, Sierra Space et Northrop Grumman. À Starbase, la vie continue avec la préparation du prochain vol numéro 10 et le test d'essai moteur statique du premier étage numéro 16. Un essai, encore une fois, assez spectaculaire à observer. Le premier étage a ensuite été renvoyé au site de production. Il est important de noter que SpaceX a réussi à remettre en état le pas de lancement numéro 1 en une semaine environ, ce qui est incroyable en termes de réutilisabilité compte tenu de la poussée de cette fusée. Cependant, SpaceX vise bien sûr à ne rien avoir besoin de remettre en état, ce qui pourrait très bien être le cas pour le pas de lancement numéro 2. D'ailleurs, SpaceX continue d'assembler son support de lancement numéro 2 en travaillant jour et nuit. Sur le site de production, des travaux d'excavation ont débuté pour construire les fondations de la Giga Bay. À côté se trouve le Starship numéro 38, dont les détails sont assez impressionnants. On a pu y voir les différentes tuiles utilisées sur le vaisseau et le type de couche de protection thermique employée sous les tuiles en fonction des zones estimées les plus chaudes. La complexité des tuiles de protection thermique a clairement augmenté et Elon a laissé entendre que c'est l'un des principaux points sur lesquels SpaceX se concentre actuellement. Le Kingzhou 1 est une nouvelle génération de vaisseau spatial cargo en développement en Chine, spécifiquement destiné au ravitaillement de la station spatiale chinoise Tiangong. Il est développé par une branche de l'Académie chinoise des sciences nommée YAMCAS. Le vaisseau cargo Kingzhou 1 est prévu pour être lancé à bord de la nouvelle fusée Kinetica 2, elle-même développée par CAS Space, une entreprise de vol spatial commercial également rattachée à l'Académie chinoise des sciences. Le premier étage de la fusée Kinetica 2 a maintenant été achevé et CAS Space a réalisé avec succès son essai moteur statique. Le 7 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Sirius SXM-10. Le premier étage a volé pour la 8e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. La charge utile était un satellite de radio numérique haute puissance construit pour Sirius XM, une société de radio par satellite en Amérique du Nord. Le 8 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 15-8. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 10 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 12-24.
Le premier étage a volé pour la 12e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 11 juin, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission The Mountain Gods Guards. Le troisième satellite radar à synthèse d'ouverture du japonais IQPS. En résumé, du 1er janvier au 12 juin 2025, 125 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 82 provenaient d'une entreprise américaine. Parfois, il n'est pas nécessaire d'aller loin pour apercevoir la beauté. La beauté est tout autour de nous et voici une vue de notre magnifique planète, vue d'en haut, prise par l'astronaute de la NASA, Johnny Kim, actuellement résident à la Station spatiale internationale. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.